Bonjour tout le monde. Alors, nous allons commencer ce panel sur le consentement et respect. En parler, c'est bien, mais agir est beaucoup mieux à notre avis. Je tiens à vous remercier pour votre présence. On voit des écrans sans caméra ou avec, et c'est bien correct comme ça. En espérant que vous entendez bien. Sinon, écrire dans le chat au fur et à mesure pour qu'on puisse s'ajuster. On tient à remercier le CBRC pour cette occasion de vous rencontrer lors du sommet virtuel en français. Et je vais passer avec la reconnaissance territoriale. Donc, réseau, on vous parle en direct, en fait, en partie à réseau et je pense du plateau Mont-Royal. Réseau est situé en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Nous reconnaissons la nation Ghanien-Guéaga comme gardienne des terres et des sceaux sur lesquels nous travaillons. Tiohtià:ke, Montréal, est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations et aujourd'hui une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. Donc, c'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les peuples autochtones et les autres personnes de la communauté montréalaise. Un petit rappel pour tous et toutes les participantes du sommet de respecter les directives communautaires que vous avez reçues et auxquelles vous avez consenti lors de votre inscription. Si vous souhaitez les revoir, vous pouvez les consulter sur la page web du sommet cbrc.net/sommet _ 2020. Je cède la parole à mon collègue Brock. Alexandre, veux-tu te présenter avant? Et ensuite, je me présenterai. Désolé, j'ai oublié ça. Ça va être dans les prochaines slides. Donc, Alexandre Dumont-Blais, co-directeur général à Réseau et directeur des communications et ressources. Parfait. Bonjour tout le monde. Bienvenue à notre présentation et à ma chambre. Je suis Brock Domville, co-directeur général à Réseau et directeur des programmes et services. Donc, pour aujourd'hui, nous vous proposons une présentation sur des campagnes récentes de Réseau sur le consentement et les violences entre hommes, des projets de recherche sur ces sujets, mais surtout, on espère que la plupart de notre temps sera pour réagir ensemble sur ces enjeux, en parler de comment nos communautés, nos organismes pouvons prendre les prochaines étapes et agir plus sur ces enjeux-là. Gabriel, je te laisse la place. Bonjour, je m'appelle Gabriel Giroux. En fait, je suis très content d'être ici. Je suis dans la même pièce que Alex, donc je suis désolé Alex, tu m'entends en double. Je tiens premièrement à vous dire en guise d'introduction qu'on va parler aujourd'hui d'un sujet assez sensible. Il va y avoir des témoignages anonymisés, bien sûr, de gens qui ont subi de la violence intime et amoureuse et des exemples aussi de gestes violents qui sont liés au consentement et liés plus généralement à la violence sexuelle. Donc, je tiens à vous rappeler là, que les organisateurs du CBRC ont prévu à cet effet des personnes intervenantes qui pourront vous écouter si jamais vous en ressentez le besoin. Vous pouvez donc trouver ces personnes-là pour une écoute active via le clavardage en direct ou en fait via le clavardage en direct du répertoire de participation, pardonnez-moi. Pour retrouver un ou une conseiller, conseillère, vous pourrez trouver les profils qui ont la lettre C comme photo de profil. Voilà pour ma petite introduction. Merci Gabriel. Je vais enchaîner juste avant qu'on passe à la présentation. Couper ton son. J'ai coupé mon son. Merci, Gabriel. Donc, pour les personnes qui ne connaîtraient pas Réseau brièvement, donc c'est un organisme communautaire actif à Montréal depuis 1991. Donc, si vous êtes bon en calcul, nous allons fêter nos 30 ans en 2021. Donc, qui offre des services auprès des hommes gays bisexuels, qu'ils soient cis et trans ou hommes qui ont des relations avec d'autres hommes. Donc, on développe des services et activités en lien avec la prévention VIH et TSS, promotion de plusieurs aspects de la santé sexuelle, bien sûr, mais aussi mentale, physique et sociale. Et dans le fond, le panel d'aujourd'hui illustre quand même beaucoup d'efforts dans les dernières années, justement pour le volet santé mentale, donc des hommes de nos communautés. Je ne vais pas vous lire la mission en anglais.
rapidement, s'il y a des personnes férues d'histoire, donc Réseau en 91 s'appelait 00. On a changé de nom en 2010 pour Réseau pour enlever la notion de séropositivité. Non pas que ce n'est plus important, au contraire, mais en fait, on a élargi le mandat donc, de l'organisme pour être axé bien sûr sur la santé sexuelle, mais sur les différents autres aspects de la santé que j'ai mentionnés au début. Et donc, on a développé différents projets depuis 2010 en lien avec l'homophobie, avec monfilsgay.org, avec la conso dans un contexte de sexualité avec monboss.ca et j'en passe, et différentes campagnes qu'on va vous présenter dès maintenant. Voilà. Donc, c'est vous, Gabriel? Est-ce que je le présente avant ou je vais le présenter? Parfait. Donc, on va parler de consentement sexuel entre hommes. Est-ce que ça existe? Selon Réseau, oui, ça existe, ça doit exister. Donc, je vais vous présenter brièvement les visuels et la petite genèse, puis je vais laisser la parole après à Gabriel pour expliquer un peu toutes les réflexions entourant la campagne. Donc, quelle est la genèse de nos réflexions sur la campagne sur le consentement sexuel entre hommes? En fait, ça remonte à quelques années avec les propos d'Éric Duhem, qui est un auteur et animateur de radio que je ne nommerai pas pour ne pas faire de publicité à cette radio. Donc, à la lecture d'un essai, quelques années, M. Duhem avait dit que la notion de consentement n'était pas importante, qu'on n'a pas à faire attention à ça. Quand on drague, on doit pas, à ne pas franchir la limite, on ne doit pas se poser la question et qu'il y a toujours un consentement explicite en lien avec les pulsions. Ce à quoi Réseau n'avait pas tardé à répondre dans une lettre ouverte dans la presse de concert avec Marie-Ève Boisvert du Conseil québécois LGBT à l'époque. On avait donc réagi pour expliquer un peu que c'est un mythe tout ça d'affirmer que le consentement est nécessairement explicite et qui donc il n'est pas nécessaire, en fait qu'il est toujours, qu'il n'est pas nécessaire lors d'une relation et que par défaut tous les hommes consentent à quoi que ce soit qui peut se passer dans la relation. Et puis, donc, je reviens à la petite genèse. Par la suite, dans nos interventions, quelques mois après le mouvement MeToo, on a quand même observé davantage d'interventions. Le sujet du consentement ressurgissait davantage dans les interventions sur le terrain, quand même de façon assez substantielle, donc quelques mois après le mouvement MeToo. Pour arriver donc à cette campagne en 3 visuels, donc je vais laisser Gabriel expliquer, comme je disais, les réflexions derrière. On a travaillé avec une agence publicitaire qui est Uppercut. Donc, on a décliné 3 visuels, donc un sur la transmission de dick pics non sollicités, l'autre sur des attouchements qui, dans des milieux festifs, peuvent être souvent qualifiés ou perçus comme étant banalisés en fait, alors qu'en soi, selon les lois, la loi, c'est des actes, c'est des agressions. Et enfin, un autre dans un univers d'urinoir et les gens qui n'hésitent pas à avoir des yeux à gauche ou à droite pour regarder la personne d'à côté. Alors, vous comprenez qu'il y a des réflexions derrière ça sur quel axe qu'on a pris, quel choix on a fait de communication. Je vais laisser Gabriel en parler. J'ai reproduit rapidement un extrait ici de notre communiqué de lancement en février 2019. Donc, c'était des gens qui nous avaient confié. Je suis allé dans un party en fin de semaine. Je me suis fait pogner les gosses 4 fois. Pas envie de me faire taponner par n'importe qui. Pourquoi je reçois autant de dick pics sur Grindr? J'ai rien demandé. Il m'est arrivé lors d'une sortie en sauna de me faire pogner les pecs et lorsque j'ai retiré la main du gars, il m'a traité de Sainte-Nitouche, pas croyable. Donc, c'est des témoignages qu'on avait recueillis à l'époque. Donc, voilà, en fait, il y a aussi la vidéo de 30 secondes qui avait été fait avec 3 personnes de la communauté. Je vais faire un test pour savoir si je peux vous partager le son. Est-ce que vous entendez?
Pardon? Ah, bon. Bon, alors mes excuses, je pensais que vous vous entendiez. Alors, ce que je vais faire tout simplement, je vais vous mettre le lien YouTube dans le chat. Vous pourriez l'écouter. C'est un spot de 30 secondes avec des personnes de la communauté. Vous allez voir, c'est assez cocasse à regarder. Désolé pour le petit problème technique. Donc, je vous envoie le lien. Vous la regarderez plus tard. Donc, je cède la parole à Gabriel. Oui, bonjour. Merci, Alex. Écoutez, je vous encourage vivement à cliquer sur le lien YouTube. Je vous jure, ça vaut la peine. Je dis ça parce qu'en fait, moi, je travaille pas à réseau, mais juste pour me présenter un peu, c'est moi qui m'occupais de la campagne, en fait, sur le consentement Trump quand j'étais à réseau. Donc, je suis vraiment content puis très touché qu'on m'ait invité ici pour parler de ce projet-là qui me tenait à cœur et qui me tient beaucoup à cœur. En fait, je viens vous parler un peu de la campagne sur la campagne sur le consentement, voilà. Pour vous parler un peu d'où est parti, donc Alex a parlé de vous expliquer d'où ça venait, mais je suis là pour vous expliquer un petit peu la démarche, puis qu'est-ce que ça a donné, puis on va y revenir plus tard avec des commentaires qu'il y a eu, c'est assez intéressant, je crois. Premièrement, qu'est-ce qu'on cherchait avec cette campagne-là? On cherchait en premier lieu à sensibiliser les hommes qui couchent avec des hommes à l'existence de certains enjeux liés au consentement dans nos communautés. Comment le projet a commencé? En fait, le projet a commencé, bon, par une demande de subvention, mais aussi poursuivi aussi par une grande rencontre avec des experts sur le sujet de la violence. Donc, quand je parle des experts, c'était des gens des organismes communautaires, mais aussi du milieu universitaire. Ils venaient autant dans le fond, ils venaient autant du milieu de la violence sexuelle, des chercheurs sur le consentement, sur la violence conjugale, tout ce qu'on peut appeler brièvement les LGBT-phobies, donc biphobie, l'homophobie, la transphobie, toutes les études sur la masculinité aussi. Bref, on a réuni tout ce monde-là, autant de l'université que du milieu communautaire, pour mieux comprendre un peu qu'est-ce qu'on voulait cerner avec la question du consentement qui est assez large finalement. En bref, si on savait, nous, les interventions, les personnes qui intervenaient sur le terrain, comme a dit Alex, qu'avec MeToo puis avec tout ce qui était les vagues d'Éric Duhem, si on voyait sur le terrain qu'il y avait des enjeux qui étaient majeurs, en fait, on a tout de suite essayé de trouver le bon ton, en fait, pour parler de la campagne. Et puis, qu'est-ce qui est sorti de cette grande rencontre-là avec les intervenants, les chercheurs, tout ça? C'est que, en fait, souvent, la question du consentement, ça passait sous le radar. Et donc, ce que la campagne a voulu mettre de l'avant, avant de changer des comportements, avant de parler puis d'aller plus profondément dans le sujet, le premier but de la campagne, en fait, c'était vraiment de sensibiliser à l'existence même du problème. Ce qui est ressorti, en fait, avec cette rencontre-là, puis avec ce que les gens qui nous ont parlé, c'est comme si la question du consentement pour certaines personnes LGBT, donc les hommes gays, bisexuels, personnes trans, c'est comme si le consentement, au fond, c'était une affaire d'hétérosexuels. On le voyait, c'est comme s'il y avait des normes différentes. Là, je fais ça gros, puis tout ça, puis on pourrait rentrer dans le détail des questions, tout ça, mais c'est comme si ça passait vraiment sous le radar. Et donc, que les personnes ne voyaient pas l'existence d'un problème. Et donc, pour briser cette manière de percevoir-là, de ressentir, puis j'ai envie de même dire de vivre le consentement là, dans nos communautés, on a décidé de mettre de l'avant avec l'agence qui a travaillé avec nous, qui est Hypercute, de mettre en l'avant donc des situations banales, comme l'expliquait un petit peu Alex. Pourquoi des situations banales? C'est-à-dire que comme homme gay, mais je pense pas être le seul. Je veux dire, soit tout le monde a déjà soit envoyé, soit reçu une dick pic. Tout le monde s'est senti regardé ou regard insistant dans des bars. Puis tout le monde peut compter une anecdote sur quelqu'un qui respecte pas vraiment le consentement, puis qui est un petit peu trop tactile. Hein. Donc, la conséquence de ça, de mettre, c'est-à-dire des situations ordinaires de l'avant, c'est que ça pouvait facilement rejoindre tout le monde. Et ça pouvait aussi facilement faire en sorte que les gens qui ne perçoivent pas qu'il y a un problème d'envoyer une dick pic qu'on ne l'a pas demandé, soient, j'ai envie de dire, presque choqués par la campagne. Et bon, on va le voir dans les commentaires un peu plus tard, certaines personnes ont effectivement été choquées parce qu'ils voyaient dans des situations banales quelque chose d'effectivement banal et donc de pas problématique. Alors que nous, ce qu'on voulait démontrer, c'est que c'était problématique.
Donc, avec ces messages aussi, donc tu veux pogner sur les dick pics, tout ça, ça nous a permis de nous adresser autant je mets ça en guillemets, aux victimes qu'aux auteurs finalement. Donc, c'était aussi un choix qu'on avait, c'est-à-dire de ne pas stigmatiser, mais vraiment juste de mettre de l'avant des choses tellement, j'ai envie de dire, ordinaires, que tout le monde peut se retrouver là-dedans. Finalement, les défis qui étaient associés à ça étaient assez nombreux, en fait. Bon, comment est-ce qu'on est capable de sensibiliser une partie de la population sans qu'on ait l'air, encore une fois, de se faire reprocher de faire la morale aux gens? Comment est-ce qu'on peut parler d'un enjeu qui est délicat, puis mettre volontairement des choses de côté? La campagne sur le consentement, on a décidé d'exclure tout ce qui est agression sexuelle. Et donc, tu sais, on prêtait flanc aux critiques aussi de ne pas parler de ce sujet-là. Puis, puisqu'en fait, nous, on a décidé que la campagne, c'était dans le but de réveiller les gens, le mot à la mode chez les complotistes. Donc, on a choisi quelque chose qui est assez simple et assez clair comme graphisme. Une pointe d'humour aussi. Donc, là, tu veux pogner, pogne pas le cul, ou bon, tu veux pogner les dick pics, ça pogne pas. On a été donc assez direct, mais en utilisant quelque chose d'assez simple finalement, puis un graphisme aussi noir sur blanc qui apparaît tout de suite évident au premier regard, puis qui à la limite, fait en sorte qu'on a le temps de réfléchir, en fait. Qu'est-ce que ça a donné, cette campagne-là? Ben, ça a donné les affiches et la vidéo que je vous encourage encore à aller voir. Puis, ça a donné aussi beaucoup de commentaires. Ça, on va y revenir un petit peu plus tard, mais donc, je vais vous réserver un peu, je vais réserver une partie pour les commentaires, puis on pourra discuter de ça après. Donc, voilà. Merci, Gabriel. Alors, on va poursuivre avec, on parlait des réflexions. Je vais juste faire un petit mot sur, je vais partager mon écran un instant. Juste ici. Sur la couverture médiatique, vous voyez des photos qui datent donc de presque 2 ans. On avait travaillé, comme Gabriel l'a dit, avec l'agence Uppercut pour réaliser la campagne. On avait aussi travaillé avec une personne spécialiste en relations publiques. C'est quelque chose qu'on avait fait rarement dans le passé à réseau, pour dire presque jamais, mais ça a vraiment été gagnant. Puis d'ailleurs, j'envoie le message à toutes les personnes qui écoutent de faire ça pour faire bien sortir un projet, quoi que ce soit. Ça peut être vraiment aidant. Il y a toujours aussi une question de timing médiatique et tout ça, mais ce qu'on souhaitait, c'est évidemment de faire parler de ce sujet de la campagne partout. Parce que c'est un sujet qui nous était important. Puis ça faisait presque 1 an qu'on travaillait fort dessus, surtout Gabriel. Donc, en travaillant avec une personne en relations publiques, on a eu des contacts. Donc, pour faire des entretiens, dans la même journée, les photos que vous voyez, là, c'est quelques entrevues qu'on a fait. Mais dans la même journée, on est allé au 98.5 avec Bernard Drainville. Le matin même, on était avec Catherine Perret en ouverture à Radio-Canada. Donc, c'est des univers intellectuels assez différents. Je vous laisse en juger. Ça a été des entrevues complètement différentes et des façons complètement différentes d'aborder le sujet. Mais on a eu des appels aussi avec, par exemple, dans l'émission de Bernard Drainville, de personnes live qui appelaient de leur voiture pour dire je suis impressionné d'entendre parler de consentement entre hommes dans une radio grand public et merci d'en parler. C'était un homme homosexuel. On a passé aussi dans des radios communautaires, télécommunautaires, fait un lancement communautaire à réseau. Donc, dans le fond, je veux pas, j'ai mis un exemple ici dans le journal de Devoir, là, ça a été un des articles qui a motivé d'autres médias à nous contacter. On abordait le sujet de façon très crue dans la campagne même, mais aussi dans notre façon de parler du sujet avec les différentes personnes, journalistes avec qui on a parlé, parce que c'était, en fait, pour Réseau, une première fois qu'on parlait de consentement comme ça. Et on n'avait pas de crainte, en fait, non plus de comment les communautés allaient voir ça. On s'attendait à des réactions sur Facebook, puis on va y arriver. Mais somme toute, ça a été un moment, je pense, important pour Réseau, puis pour les communautés de commencer à parler de consentement entre hommes de façon beaucoup plus large. Puis on est déjà rendu, donc, presque 2 ans plus tard.
Donc, puis j'ajouterais peut-être un point sur la couverture médiatique. J'imagine sur le panel ou dans l'assistance avec nous, peut-être plusieurs personnes ont déjà fait des entrevues avec des journalistes dans différents types de médias. Quand tu arrives dans un média généraliste, donc grand public, Le Devoir, Radio-Canada, tout ça, donc tu parles d'un sujet qui touche des communautés des hommes LGBT, de consentement entre hommes. Rapidement, dans les questions qu'on va nous poser, puis ça, c'est un point de vue personnel parce que je parle de ce que j'ai vécu, on sent cette hétéronormativité omniprésente. On arrive souvent dans des comparaisons. Vous voyez le titre, Moi aussi, le tabou à briser chez les gays. La question qu'on nous demandait, c'est est-ce que vous pensez que on n'a pas parlé de consentement entre hommes dès le début du MeToo parce qu'on pensait que c'était un mouvement pour les femmes ou quoi que ce soit. Et il faut rapidement déconstruire tout ça que le consentement, à la base, c'est mon avis, n'a pas de genre ni d'orientation. Après, il faut reconnaître les mouvements et qui ont initié les mouvements, mais l'idée, c'est pas de tomber dans des comparaisons, mais juste de partir de ce qu'on vit dans nos communautés. Donc, cet élément-là, à travers des entrevues, n'est pas toujours évident à gérer parce qu'on doit toujours un peu éduquer sur nos réalités et après aborder le sujet dont on veut aborder. Donc, voilà sur ça. Je vais passer à présenter l'autre campagne qu'on avait lancée quelques mois après, donc en mai 2019. Donc, ça avait été une année riche en campagne. Donc, c'était la campagne Entre nous, c'est pas toujours gay. Les titres l'indiquent clairement. Donc, c'est une campagne en 3 visuels aussi. Vous voyez qu'on a repris aussi pas de couleur, axé sur un titre et sur des personnes. Pour sensibiliser sur l'existence de différentes formes de violence dans les relations intimes et amoureuses entre hommes. Puis je vais laisser plus tard, Gabriel va nous parler de projets de recherche en lien avec ça, avec donc plus de données. L'idée avec cette campagne, c'était d'informer de l'existence de ces types de violences pour que les gens en prennent conscience, que les gars en prennent conscience et puissent après aller chercher de l'aide s'ils se sentent concernés par ça. Puis on lie un peu les campagnes consentement et violence, bien que c'est 2 sujets différents, mais un non-consentement est aussi une forme de violence dans une relation, qu'elle soit, on dit intime ou amoureuse en passant, parce qu'on ne veut pas catégoriser ou cibler des relations en couple fermé, tout ça. On respecte toute la variété, diversité de types de relations, d'entente qu'il peut y avoir entre des personnes, mais pas nécessairement entre juste 2 personnes non plus. Donc, on utilise l'expression relation amoureuse ou intime pour aller chercher toute cette panoplie de possibilités. Et bien sûr, on n'utilise pas à réseau le terme de violence conjugale pour plusieurs raisons que je pense que vous comprendrez, qui ne répond pas à toutes les réalités nécessairement, ne serait-ce que sur le mot utilisé. Donc, voilà. Donc, je passe la parole à Gabriel pour le volet recherche. Oui, bonjour. En fait, donc, comme je disais, moi, j'ai travaillé à Réseau sur la campagne sur le consentement, mais je travaille aussi, en fait, je travaille maintenant, en ce moment, pour l'Université Laval. Et donc, je voulais aussi vous parler de 2 recherches. Une qui est terminée, qui est le projet qui était le fonds de recherche. Évidemment, je me rappelle, Fonds de recherche Québec, Société Culture FRQSC, voilà, qui portait sur les hommes gays. Puis une autre recherche dont je vais parler après, qui est via LGBTQ2, que je coordonne en ce moment, donc, et pour lequel le réseau est partenaire. En fait, la recherche FRQSC sur les hommes gays, il y avait 5, on parlait de conjugalité, de violence conjugale, tout ça. La recherche et la question du consentement, la recherche portait exactement sur ça. Il y avait 5 objectifs. Le mot manquait. En fait, le premier, identifier les formes de violence vécues. 2, identifier les facteurs de risque et de protection. 3, identifier les besoins. Après, tu avais documenté l'accès aux services et identifier les stratégies pour mieux intervenir avec ces hommes-là. En fait, de cette recherche, et j'ai envie de dire liée à la question du consentement, il est ressorti à partir des propos des hommes gays, donc il y en a eu 23 qui ont été rencontrés, que la violence sexuelle est la 2e forme de violence la plus répandue après la violence psychologique. C'est donc un problème qui est vraiment important. Et donc, c'est un peu ce que, quand je disais, on avait
récoltés. On avait rencontré plusieurs chercheurs des groupes d'intervention terrain pour nous parler pour la campagne consentement. Ben, les chercheurs qui faisaient partie de cette recherche-là ben, étaient venus, c'est ce qu'ils nous avaient dit en parlant de la violence sexuelle. Ben, justement, la violence sexuelle, quand je dis que c'est deuxième problème le plus important, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de violence sexuelle? Ben, les données démontrent, les données de la recherche FRQSC démontrent qu'on parle d'agression sexuelle, de contrôle des pratiques sexuelles, de pression indue pour avoir des relations sexuelles, de chantage, de dénigrement, de privation, et non pas de privatisation, c'est pas tout à fait la même chose, privation de relations sexuelles, ainsi que des violences sexuelles liées au contexte des ententes liées à l'exclusivité ou à la non-exclusivité sexuelle et amoureuse. C'est une longue phrase à dire, sans virgule. En fait, sur ce dernier exemple, sur la question de l'exclusivité ou de la non-exclusivité, je vais aller un petit peu plus, disons, profondément dans le sujet en vous donnant des exemples. Un exemple sexuel, ben, un exemple de violence liée au consentement, ben, c'est l'exemple de Pierrot. Pierrot, en fait, on le voit bien avec son exemple, que je vais lire, on voit bien l'importance de la perception de Pierrot par rapport aux normes internes, en fait, et par rapport à ce qu'il perçoit comme étant des normes internes chez les hommes gays. Alors, quand par exemple, Pierrot ici, qui se sent obligé d'accepter un couple ouvert. Pierrot nous dit, au début de la relation, il m'avait avoué que lui, il préférait vraiment avoir un couple ouvert parce qu'il avait une forte libido. Puis moi, ben, je ne savais pas trop quoi penser de ça parce que, bon, ben, je viens d'une famille qui est plutôt traditionnelle puis qui croit à la fidélité et tout ça. Mais en même temps, dans un couple gay, je ne savais pas trop à quoi m'attendre nécessairement. C'est comme si je voulais continuer à apprendre à le connaître. Donc, ben, j'ai accepté. C'est comme ça que ça a commencé. Dans l'exemple de Pierrot, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il s'est senti obligé d'accepter un couple ouvert. Dans les données, par contre, on va le voir avec le prochain exemple, qui est celui de Gilles, que le contraire est tout aussi problématique. Je vais changer la slide. Merci. Alors, Gilles, 29 ans. Bon, je parle de Gilles, donc voilà. On était un couple fermé, puis c'était l'exclusivité. Moi, je n'étais pas satisfait, mais je respectais ça pour lui. Mais en même temps, moi, vu que je n'étais pas satisfait, j'avais des besoins à combler. J'avais besoin de combler un besoin. Fait que oui, je regardais des trucs sur l'ordinateur. Puis ça, ben, il m'a vu, puis je pense qu'il n'a pas aimé ça dans sa tête. Puis en tout cas, il m'a déjà humilié devant ses amis par rapport à tout ça. Il trouvait ça bien drôle. Donc, on voit que les violences liées, les violences sexuelles liées à l'exclusivité ou à l'exclusivité, c'est pas dans un sens de quelqu'un veut un couple ouvert et l'autre veut pas, ou l'autre. Donc, c'est vraiment dans toutes les directions possibles. Et je pense que c'est important aussi de mettre de l'avant qu'il n'y a pas une situation qui est plus répandue, du moins dans les données qu'on a mis de l'avant. Au sujet des violences, finalement, liées à l'exclusivité ou la non-exclusivité, on s'est rendu compte que la question, évidemment, donc, du consentement était centrale parce que la question du consentement a été abordée par 21 des 23 participants. Un autre exemple, qui est l'exemple de Jérôme que vous voyez en ce moment, est celui du double standard dans le respect ou le non-respect des conditions de l'entente. Jérôme l'exprime très bien ici. Non, je vais faire Jérôme, 72 ans. C'est qu'un soir, moi, je m'en allais à mes réunions et puis j'avais oublié un document. Alors, j'ai viré de bord. Quand j'ai ouvert la porte, le gars était tout nu dans le salon. Ça, là, tu m'aurais donné 50 claques en pleine face. Ça aurait été le 1/8e de la douleur que je pouvais recevoir, que je pouvais recevoir, que ça me faisait. Et donc, on voit très bien aussi que même quand il y a des... donc, c'est plus fin, en fait, comme analyse, parce qu'on voit que c'est pas tant lié... à l'exclusivité ou à la non-exclusivité, mais bien quand, j'ai envie de dire, le contrat à l'interne est signé, il y a des formes de violence aussi qui peuvent se mettre dans les relations, même dans les termes des paramètres qui ont été établis par les partenaires. Donc, si on revient plus généralement là, à la violence sexuelle, ce qui est ressorti de la recherche FRQSC, c'est qu'au-delà des ententes d'exclusivité ou de non-exclusivité, le non-respect du consentement a entraîné des conséquences psychologiques importantes. Il y en a plusieurs manifestations. De ces manifestations-là, on a constaté, les chercheurs ont constaté une baisse d'estime de soi, un grand sentiment de honte aussi, ainsi que diverses conséquences là, sur la vie sexuelle et amoureuse. Par exemple, il y a un participant, je ne l'ai pas cité là, pour pas que ce soit trop long, mais il y a un participant qui, depuis cette relation-là qui était problématique, va refuser toute relation, toute pénétration subséquente. Donc, on voit qu'il y a vraiment des impacts. Et puis ici, évidemment, en terminant, c'est sûr que dans la recherche, là, je vous présente
les violences sexuelles, les impacts sont aussi psychologiques. Donc, je les ai séparés un petit peu mécaniquement à la fin de l'exercice, mais dans le concret, souvent, on voit que beaucoup d'exemples de violences qui se superposent, qui se joignent tout ça. Donc, voilà pour le projet FRQSC. L'autre projet, qui est le projet issu de l'Agence de la santé du Canada, le projet VIA LGBTQ2+, dont Réseau est partenaire. En fait, j'aimerais juste vous glisser un petit mot sur ce projet-là, parce que oui, j'en suis coordonnateur puis je l'aime beaucoup, ce projet-là, mais aussi parce que je pense qu'il est vraiment pertinent dans la mesure où il pousse un peu plus loin la réflexion qu'on avait sur les 23 hommes gays. En fait, qu'est-ce que ce projet-là? Parenthèse d'ailleurs, on a une page Facebook, donc VIA LGBTQ2+, likez ça en masse, je vous jure qu'il y aura du contenu intéressant. Quand le recrutement avait terminé. En fait, le projet, c'est quoi ce projet-là? En fait, le projet, c'est qu'on a voulu étendre à d'autres populations le projet sur les hommes gays. Spécifiquement et concrètement, le projet vise à rencontrer non pas 20 personnes, 20 hommes gays, on va être 23, mais bien 60 personnes en tout. Donc, 20 lesbiennes, 20 personnes bisexuelles ou pansexuelles, c'est-à-dire 10 bisexuels EL, bisexuels, pansexuels EL, et 10 bisexuels LE, pansexuels LE, ainsi que 20 personnes trans ou non-binaires qui ont, donc tout le monde, soit subi ou exercé de la violence intime et amoureuse. Et donc, alors que le projet FRQSC s'intéressait plus à la violence dans un contexte de séparation, dans un contexte de conjugalité, nous, avec le projet VIA LGBTQ, qui est un projet qui se poursuit jusqu'en 2024, on vise vraiment à enlever l'aspect, j'ai envie de dire, de conjugalité et de séparation. Et donc, ça nous permet, dans le concret, d'ouvrir le projet et d'ouvrir les expériences de violence subies ou exercées dans différents registres relationnels. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la personne qui a daté pendant 6 mois quelqu'un qui a subi de la violence, peut faire partie du projet. Quelqu'un qui est dans une relation stable, quelqu'un qui fréquente aussi. Et donc, en ouvrant un peu, ça nous a permis d'étendre en fait l'expérience des registres, des expériences vécues, puis de rencontrer plus de monde. Qu'est-ce qu'on vise avec ce projet-là VIA, donc je vous encourage toujours à liker la page Facebook, on vise à former en fait les gens qui sont en première ligne, c'est-à-dire les policiers, les psychologues, les infirmiers ou les enseignants par exemple. Ce qui ressortait avec FRQSC, l'autre projet, c'est que des fois les personnes en première ligne n'arrivaient pas non plus à identifier la violence. Alors nous, on vise à les former, ces gens-là, à cette réalité. Bien qu'on est vraiment en ce moment en pleine période de recrutement, il est quand même intéressant de souligner que dans le projet FRQSC, ça leur avait pris beaucoup de temps à trouver, à compléter les 20 hommes gays. Nous, ça nous prend quand même beaucoup de temps à recruter les hommes bisexuels, pansexuels. Il manque à l'appel. On en veut 10, on n'en a pas tout à fait 10 encore et le recrutement se fait depuis l'été. Alors qu'on a beaucoup de lesbiennes qui nous ont écrit beaucoup de pansexuels LE, on en a quasiment 25 de plus. Et donc, ce type de difficulté liée au recrutement, on peut donc supposer, évidemment, ça prendrait des données, je vous en reparlerai dans 3 ans pour le confirmer, mais on peut supposer, c'est mon hypothèse pour l'instant, qu'il peut y avoir un lien, en fait, entre ce que je disais au départ avec la non-reconnaissance de la violence subie ou exercée. Quand je disais que la question du consentement chez les hommes gays ou les gars qui couchent avec les gars, peu importe, sont gays, bi, whatever, quand je disais qu'ils ne reconnaissaient pas le problème, ça passait sous le radar, on pense pour l'instant que c'est peut-être le même genre de processus qui fait en sorte qu'on n'arrive pas à reconnaître, à recruter des hommes bisexuels ou pansexuels. Et donc, c'est le même genre d'enjeu qu'on a, c'est le même genre d'enjeu dont Alex et Brock pourraient parler pendant très longtemps. Comment est-ce qu'on fait pour aller chercher des gens qui ne perçoivent pas qu'il y a un problème alors qu'on sait qu'il y a un problème? Je pense qu'une partie des exercices, va se trouver dans des exercices de sensibilisation dont Réseau, dont les affiches en background d'Alex prouvent la pertinence. Je pense qu'il faut finalement mettre de l'avant le fait qu'il faut tout encore parler, faire comprendre, faire des campagnes de sensibilisation. Je pense que c'est le seul moyen pour que les gens puissent se rendre compte du problème pour être en mesure d'en parler par après. Voilà. Merci Gabriel. Là, on passe à la partie un
peu de témoignages, commentaires, puis avec Brock, on va aller vers l'assistance. Juste pour des questions de temps, en fait, je viens d'écrire dans le chat de mettre un lien YouTube 1 an et quelques mois après la campagne qu'on avait lancée donc en février 2019. On avait fait un appel à témoignages dans la communauté pour avoir des personnes pour nous parler de consentement entre hommes en lien avec les sujets de notre campagne. Donc, on a fait une vidéo Cabaret Mado avec 3 personnes. Je vous invite plus tard à aller voir. La capsule fait 5 à 6 minutes, donc c'est pour ça que je la passe là, par manque de temps, mais je vous invite à la regarder plus tard. Ça contextualise un peu le sujet puis comment il est vécu à travers les 3 volets qu'on aborde dans la campagne auprès de ces 3 personnes-là. Donc, au niveau des commentaires sur Facebook, bien sûr, on avait fait de la promo sur Facebook de la campagne. J'ai regardé hier de nouveau les statistiques, là, ça avait fait beaucoup réagir, beaucoup de commentaires aussi, des likes, des personnes qui n'aimaient pas. Je ne vais pas nécessairement lire tous les commentaires, mais ça allait vraiment dans tous les sens. Soit qu'on disait, enfin, on parle de consentement entre hommes. Merci Réseau d'en parler. Ça fait longtemps qu'on aurait dû le faire. Des gens qui exprimaient clairement être à bout des dick pics sur les réseaux sociaux, sur cette espèce d'idée que le consentement n'est pas requis, n'est pas nécessaire, et sans que ce soit scientifique comme constatation, mais on a quand même observé que des fois, il y avait aussi des oppositions peut-être un peu générationnelles. La notion de consentement chez des hommes de 50, 60 ans n'est pas vue de la même façon nécessairement qu'une personne de 20 ans, 22 ans. Ça, c'est vraiment juste à travers les différents commentaires, puis avec aussi l'âge qu'on présumait selon les photos qu'on voyait. Donc, c'est aucunement scientifique. Mais on avait fait aussi des échanges, dans le fond, entre la campagne puis la vidéo que je vous parlais. Puis c'est ce qu'on sentait aussi. Les premières expériences, il y a 30 ans, de certaines personnes dans les bars et tout ça, c'était souvent pour aller chercher une certaine sexualité ou des personnes avec qui avoir une certaine sexualité. Alors, les choses ont beaucoup évolué depuis. Donc, dans le fond, je vous invite, si vous avez envie d'aller voir les posts qu'on avait fait donc en février 2019 sur les 3 visuels et sur la vidéo. Donc, il y a beaucoup de commentaires qui ont été faits. Notre politique à cet égard était, si le commentaire ne heurtait pas directement une communauté ou une personne ou haineux et tout ça, bien sûr, discriminatoire, on le laissait. C'était l'expression de la personne sur le sujet. Et c'est ça. Donc, c'est vraiment aller dans tous les sens. Et pour nous, c'est venu nous confirmer que c'est un sujet important à discuter. Puis c'est pas un réseau à décider qu'est-ce qui est correct ou pas. Ce qu'on veut, c'est que les gens, les personnes se sensibilisent sur le sujet. Bien sûr, on connaît les limites des actes d'une agression, tout ça. Je pense que c'est clair. Et aussi, ce qu'on a souvent oublié dans les commentaires qu'on voyait, c'est que s'il se passe quelque chose entre 2 personnes et que c'est consenti, pleinement consenti, consentement éclairé, bien, c'est correct. On ne s'adresse pas à cette personne avec notre campagne qu'on avait affichée d'ailleurs dans les bars, puis même dans le métro de Montréal aussi, à la station Berry-UQAM. Mais souvent, ce qu'on sentait à travers les commentaires, c'est que ça remettait des comportements en question chez les personnes. Puis là, on disait qu'on faisait de la morale et tout ça. C'est peut-être déjà un début d'une bonne chose de remettre en question des comportements finalement. Alors voilà, je cède la parole à mon collègue Brock pour animer on peut réagir aussi tout le monde, le dernier bloc. Donc, il nous reste environ 15 minutes et c'est là qu'on voulait plus échanger avec vous. Donc, j'ai plusieurs questions de relance parce que nous avons présenté nos campagnes, un peu de ce qu'on a appris depuis, les réactions aux campagnes et tout est sorti juste du premier objectif de présenter l'existence même d'enjeux liés au consentement entre hommes. Juste l'existence même de cet enjeu a généré toute une discussion. Donc, on veut, bien sûr que Réseau veut aller plus loin. Donc, on peut peut-être échanger et trouver plus de nuances dans tout ça. Et aussi, on veut en parler pour peut-être vous encourager d'en parler dans vos milieux ou chez vos organismes, de vous aussi vous lancer dans un tel projet. Donc, je pense que les réactions sur les médias sociaux sont un bon point de départ.
Ça a été bien reçu par certains. Il y a aussi eu un certain backlash chez d'autres. Et je serais curieux d'entendre de vous d'où vient cette tension. Pourquoi est-ce que, au sein même de communautés queer, de gars queer, est-ce qu'il y a un désaccord sur l'importance du consentement? D'où ça vient? Et je vous invite à entrer vos questions, vos commentaires dans le chat ou on pourrait même partager par audio si vous êtes à l'aise aussi. Donc, d'où vient cette tension au sein des communautés de gars queer autour du consentement? Si vous avez des idées ou des expériences à partager. Puis, en attendant, si mes collègues ont des idées aussi, je vous invite à partager. On t'entend. En fait, je pense que, c'est peut-être une piste, mais dans les réflexions qu'on avait eues, je me rappelle à l'époque, je vais prendre ma retraite, je disais à l'époque. À l'époque, je disais qu'on disait dans les commentaires qu'on avait reçus, puis dans les gens aussi, moi, ça m'avait beaucoup frappé, on a parlé un petit peu de la question de l'âge, parce qu'il y avait c'est toute une forme aussi de socialisation, je pense. Puis ça nous avait frappé aussi la manière dont les bars, alors que moi, un bar, c'était un lieu où j'allais avec mes amis, mais il n'y avait pas la même fonction, je pense aussi. Et donc, je pense que la fonction des lieux de socialisation, c'est sûr que pour nous, ça nous apparaît inconcevable là, de pognasser le monde dans un bar parce que c'est pas ça le but de l'établissement. Alors que ça a été historiquement aussi des lieux de rencontre, puis des safe spaces aussi. Je pense que c'est important de le dire. Le problème qu'on avait, c'est qu'il y a eu une transformation dans ces lieux de socialisation-là. Il y a eu aussi une transformation parce que la sexualité, entre guillemets, c'est un peu privatisé avec le cellulaire. On s'en va plus chez les individus. Et donc, je pense que pour une certaine partie de la population, pas toute, d'un certain âge, la conception des bars n'a pas nécessairement changé. Donc, moi, j'ai l'impression que quand on est arrivé avec la campagne, ça nous a donné l'impression, finalement, qu'on leur enlevait quelque chose. Alors que c'est pas tant qu'on... Alors, c'est sûr que d'un point de vue, on enlève techniquement des droits acquis, mais c'est pas des droits acquis parce que c'était, comment dire, c'était des droits acquis lorsque c'était contextualisé dans une époque où l'homosexualité était criminalisée, dans une époque où c'était mal vu, dans une époque où c'était juste ça les lieux de socialisation. Et donc, il y a tout cet enjeu-là aussi que je pense qu'il serait intéressant de souligner. Puis ouais, c'est ça. Je parle plus, je vous laisse aller, mais je lance ça comme ça dans l'univers, si quelqu'un a envie de saisir la balle. Je pense que c'est un très bon point. Tu as lancé plusieurs pistes intéressantes pour moi. L'idée de... tu as nommé que l'homosexualité a été criminalisée. Ça me fait penser à tout l'importance du non-verbal, que d'en parler ou d'être sous-entendu, essayer de flirter avec quelqu'un était peut-être une source de danger. Donc, c'est plus dans les attouchements, les approchements que les personnes auraient appris à draguer d'une manière sécuritaire. Puis l'importance des lieux, le transfert à la sexualité sur les cellulaires, où beaucoup du consentement peut-être est plus négocié à l'écrit pour certaines personnes et ils ont l'habitude à ça de plus en plus. Moi, je pense qu'une question que je lancerai au groupe aussi, c'est où est-ce que vous avez appris sur le consentement? Où est-ce que vous avez appris, dit autrement, où est-ce que vous avez appris à approcher quelqu'un vers qui vous êtes attiré? Est-ce que vous l'avez vu modeler dans des émissions télé ou c'était dans le bar que tu as appris comment le faire? Et, en pensant aux interventions, c'est peut-être là où un organisme ou quelqu'un pourrait intervenir pour peut-être changer les modèles, donner des alternatives plus tôt lors du moment que quelqu'un apprend à approcher quelqu'un. Je vois une question d'Elisabeth Dromer. Pourquoi ne pas parler des agressions sexuelles? Planifiez-vous d'aborder ce sujet plus tard possiblement, vu qu'il y a
qui va avec le consentement, comme vous l'avez mentionné. Oui, je pense que c'est absolument important. J'inviterai mes collègues à ajouter, mais c'est une grande partie des projets de recherche sur la violence intime, la violence sexuelle, il fait partie. Et c'est ça, Alexandre. Oui, j'ajouterais aussi, c'est une excellente question. Tu sais, quand on a dit qu'on avait fait le choix dans la campagne consentement de ne pas aborder des situations d'agression, c'est que, bon, quand on travaillait avec l'agence publicitaire, on avait aussi des choix à faire, d'axes de communication puis de messages. Puis dans cette campagne, de parler de consentement, d'agression, puis tout ça, ça venait beaucoup de sujets en même temps. Donc, il y a comme un choix qu'on a dû faire en parlant de consentement, OK, mais quelle situation, quel contexte situationnel de consentement? Puis, on est arrivé donc avec des situations que je dirais, entre guillemets, de tous les jours qui se passent dans les milieux festifs et bon, peut-être moins depuis mars, bien sûr, mais depuis la pandémie, mais avant. Donc, c'est un choix qui a été fait, mais bien entendu, pas pour tasser le sujet des agressions qui fait partie de notre projet qui s'appelle VRAI, donc la violence dans les relations intimes amoureuses entre hommes, c'est l'acronyme. Il y a des financements aussi qui avaient été demandés, on attendait des réponses, ça n'a pas été fructueux, mais ça fait partie de l'autre grand volet de réseau dans notre contenu informatif. Mais je note très bien l'idée d'avoir une campagne à proprement parler sur le sujet. Ça peut aussi être une prochaine étape, bien sûr. Donc, mais pour nous, on n'a pas tassé le sujet pour le minimiser. C'était juste un choix de message à ce moment-là. Mais d'ailleurs, le sujet des violences, je renvoie la balle, là, en général, dans les relations intimes entre hommes, ressurgit aussi beaucoup, surtout depuis la pandémie. En fait, comme partout dans la société, là, je pense qu'il faut le reconnaître. Là, ce qui avait déjà comme enjeu avant est exacerbé. Donc, ça fait partie davantage des interventions. Donc, oui, campagne ou quelque chose de précis là-dessus, c'est une excellente idée. Merci pour la question. Je vais juste rajouter quelque chose à ce que tu dis, Alex. En fait, pour ce qui est de la campagne en tant que telle, ce qui ressortait de la grande rencontre dont je parlais, c'est que les personnes ne se rendaient même pas compte qu'il y avait un problème. Et donc, la stratégie qui avait été mise en place, qu'on avait décidé, c'est que ben, tout le monde sait que violer, bon, je dis ça, puis MeToo a prouvé que non. Là. Mais je veux dire, c'est techniquement, tout le monde aime la tarte. Tout le monde est d'accord que le fait qu'une agression sexuelle, c'est mauvais. Ce que les gens n'étaient pas d'accord, parce que c'est les commentaires qui ont sorti, c'est que c'est pas tout le monde qui est d'accord qu'envoyer une dick pic sans consentement, c'est problématique. C'est pas tout le monde qui est d'accord que dans un bar, tu peux pas pogner le cul de quelqu'un. Donc dans ce sens-là, on a volontairement mis de côté la question de l'agression sexuelle, non pas pour dire que c'est pas important, mais bien parce que l'angle d'attaque de la campagne était vraiment sur des gestes qui relevaient de la banalité et des gestes que tout le monde pouvait avoir. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, ça a vraiment bien fonctionné parce que les gens qui disent, bon, c'est ça, on ne pourra plus aller dans des saunes, il y a un commentaire que je redisais tantôt, c'est ça, on ne pourra plus rien faire dans des bars, il va falloir qu'on signe un formulaire de consentement avant de frencher quelqu'un. Donc, ce genre de commentaires-là qu'on entend beaucoup avec la campagne MeToo, d'ailleurs, on l'entendait beaucoup aussi. Et donc, vraiment, donc, c'est ça, c'était vraiment pas. Les deux sujets sont extrêmement importants, mais l'angle de la campagne, c'était vraiment pour déconstruire certaines choses que les personnes tenaient pour acquis depuis 40 ans. Tu sais. Mais voilà, c'est ce que j'ai rajouté. Merci, Elisabeth, pour ta question. Je serais curieux d'entendre pourquoi est-ce que les normes autour du consentement seraient différentes entre hommes ou dans les milieux peut-être plus correctement, les milieux gays de socialisation. D'où ça vient? On a parlé de l'histoire de criminalisation qui a créé certains milieux, mais est-ce qu'il y a d'autres choses ou un manque de modèles, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin même d'une discussion précise qui vise les hommes qui ont des relations avec d'autres hommes pour parler du consentement? D'où vient cette différence? Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est pas une question facile. Je n'aurai pas une réponse non plus, à part les pistes qu'on a soulevées, mais je pense qu'il faut aussi reconnaître que la sexualité libre et sans, sans, sans honte il a fallu battre pour ça. Donc, je peux comprendre que quand on parle de se limiter ou peut-être se mettre en question, peut-être des comportements qu'on a eus dans le passé peut être difficile et peut être reçu comme contraire à des choses pour lesquelles les communautés queer ont dû battre fort et continuent à se battre fort pour pouvoir aimer et être intime sans jugement, sans honte. Donc, de mon point de vue, je pense que ça ajoute à la complexité. Comment parler du consentement et l'importance de quelqu'un, l'importance pour quelqu'un de pouvoir donner son consentement en prenant en compte toute l'histoire et tout le jugement qu'on vit toujours. J'accueille vos commentaires et questions aussi si vous en avez. Un autre élément, je pense qu'il faut nommer, c'est les relations de pouvoir. En quoi est-ce que les relations de pouvoir sur plusieurs axes, on peut parler de l'âge, on peut parler du être racisé ou non, genre, sérostatut, statut d'immigrant, qu'on est out ou pas, dévoilé ou pas dans son genre ou sa sexualité. En quoi ça joue dans tout ce qui est consentement, en relation intime? Est-ce qu'on parle assez de ça dans les communautés queer? Est-ce qu'une prochaine campagne devrait mettre l'accent plus spécifiquement sur ce genre de choses? Je pense que c'est clair que c'est pas toujours l'environnement le plus confortable pour partager et poser des questions par Zoom dans une conférence. Mais avec les 3 dernières minutes, je pense qu'on pourra vous inviter à continuer cette discussion avec nous si vous avez des idées, des commentaires. Toute notre information, nos coordonnées sont dans le directory des participants de la conférence. Est-ce que... Ouais, merci Alexandre. Est-ce que quelqu'un aurait un dernier point ou on pourrait finir avec quelques minutes d'avance? Ah, cool. Ah, super, merci tout le monde pour votre présence et participation. Merci à mes collègues. Merci. Puis, n'hésitez pas à aller sur le site de réseausanté.org pour voir la campagne et tous les autres projets qui ont cours à l'organisme. Merci. Merci à vous de nous avoir écoutés. C'était une première fois par Zoom. J'avoue que c'était un peu spécial de ne pas voir les gens. J'espère que ça vous a intéressé. Si jamais vous avez des questions, je vais écrire mon adresse courriel en bas, puis vous pouvez m'écrire à l'adresse de l'Université Laval. Il n'y a pas de problème, ça va faire plaisir. Je vais juste m'assurer que je n'ai pas une mauvaise adresse parce que ça ne pas bien. Donc, ça va faire plaisir de vous parler. Puis voilà, je remercie les autres de m'avoir invité dans mon ancien lieu de travail. C'est toujours apprécié de venir ici. Merci.